Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue dans Parole de créateur face à l'urgence écologique, une conversation entre un artiste et un scientifique pour éclairer l'époque incertaine que nous traversons. Je suis Nathalie Guillot, présidente de la Fondation Thalie, pour rappel, une fondation qui soutient la création avec un espace d'exposition et une résidence d'artistes dans les champs des arts visuels et des écritures contemporaines. Cette conversation, petit rappel, est enregistrée en direct sur Facebook et en replay sur notre site dès demain. Comment ça va se passer? Vous pouvez poser vos questions à la fin de l'échange en utilisant le QR en bas de votre écran ou l'onglet Converser. Alors, l'ère du réchauffement climatique et des pandémies produira-t-elle un nouveau type d'artiste? Pourquoi et comment produire sans détruire nos ressources et capital naturel? L'artiste nous donne à voir l'état du monde avec sa vision critique, poétique et politique. Il crée de nouveaux narratifs pour répondre à l'urgence des temps présents. Quelle est sa vision, son rôle face à l'urgence écologique et la crise sociale qui nous traverse? Pour en parler, j'ai invité l'artiste Kader Attia, prochain commissaire de la Biennale de Berlin. Bonsoir Kader. Bonsoir. Et avec lui, et dans un esprit multidisciplinaire que défend la Fondation Thalie, François Gémen. François Gémen, j'espère que tu es avec nous. François. Bon, il va arriver. François Gémen, docteur en sciences politiques, co-directeur de l'Observatoire Défense et Climat du ministère des Armées. C'est un petit peu embêtant si on n'a pas François avec nous. Je pensais qu'il était là. Attendez 2 petites minutes. Là. Il est peut-être pas connecté au bon endroit. Il dit qu'il est là. Il est là, mais il n'a pas son écran vidéo là. Ah, le voilà. Le voilà. Bonsoir François. On peut voir. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, très bien. Bonsoir François. J'étais en train de dire que dans un esprit multidisciplinaire, j'invitais donc un artiste et un chercheur, donc vous. Vous êtes docteur en sciences politiques, co-directeur de l'Observatoire Défense et Climat du ministère des Armées. Alors avant de rentrer dans le vif de la conversation, quelques mots pour vous présenter. Donc, Kader, c'est un peu difficile de te présenter 25 ans de recherche artistique et d'écrit, mais tu as une double nationalité. Tu as grandi entre le Grand Paris, Garges-les-Gonesse, Sarcelles et le Grand Alger, Bab el Oued. Et cette double culture irrigue, on peut dire qu'elle irrigue ton approche artistique transculturelle, où tu adresses frontalement dans tes œuvres plastiques et tes films ce qui forge nos identités. Et le thème de la réparation, la notion de repair, les manières de réparer les visages, les œuvres d'art, les gueules cassées, ce projet donc de ces soldats mutilés de la Première Guerre mondiale que tu as montré, et cette façon aussi que tu as de donner la parole à ceux qu'on n'entend pas, avec cette pensée décoloniale, cette façon de témoigner avec causticité, provocation souvent, des drames humains. Et notamment, c'est ce qui vous relie l'un et l'autre, la question des migrants, des flux migratoires, des réfugiés. Et je pense notamment à cette installation Holy Land qui a interpellé avec ses tombes enfouies dans le sable, sculptées comme des miroirs face à la mer. Et bien sûr, une reconnaissance internationale, 2016, le prix Marcel Duchamp, un travail montré dans nombreuses institutions, dont ta dernière exposition très marquante, Repairing the Invisible, en 2017 au SPAC à Gand. Et pour marquer encore plus ton engagement, la colonie, un lieu, un espace alternatif d'expérimentation, d'échange à Paris sur la pensée décoloniale et qui a relié pendant 4 ans toutes les identités, les histoires, la création artistique et intellectuelle. Tu nous en parleras tout à l'heure, dans un instant. Donc, ce que vous dites, pardon, c'est l'urgence, en fait, d'aborder par l'art des problématiques contemporaines pour entrer dans une forme d'écologisme radical, une transition à même de déclencher un éveil des consciences pour réévaluer les rapports entre activité humaine et résilience de la nature. François Gémen, bonsoir. Donc, j'ai dit que vous étiez chercheur en sciences politiques. Vous enseignez. Bonsoir. Merci d'être là avec nous ce soir. Vous enseignez. Je suis désolé de vous avoir fait une petite frayeur. En fait, j'étais avec vous depuis le début, mais simplement, vous ne m'aviez pas affiché comme panéliste. Et donc, en fait, j'étais spectateur
Voilà, bah, écoutez, maintenant vous êtes panéliste, donc on est ravis, tout va bien. Donc vous enseignez les politiques du climat et les migrations internationales dans plusieurs universités, notamment à Sciences Po et à la Sorbonne. Vous êtes un spécialiste des questions de géopolitique de l'environnement et des migrations. Vous êtes l'auteur d'une thèse sur les réfugiés climatiques. Votre champ d'études porte principalement sur les déplacements de population liés aux dégradations de l'environnement, sur les politiques d'adaptation au changement climatique, ainsi que sur les politiques d'asile et d'immigration. Et vous conduisez plusieurs études de terrain, notamment à la Nouvelle-Orléans, au Japon. Quand j'étais plus jeune, maintenant j'ai des enfants, je ne peux plus les quitter. Voilà, mais je me doute. Mais en tous les cas, vous avez mené ces études à l'époque et qui vous a permis d'évaluer l'incidence, en tous les cas, de ces catastrophes environnementales sur la circulation des communautés et la façon de repenser les relations internationales de manière anthropocénique. Et vous nous en parlerez tout de suite, dans un instant. Donc, cette question, comment être en l'adéquation entre l'homme et l'environnement. Et donc, moi, j'ai envie de commencer par une image qui est marquante. Et donc, c'est l'image d'une œuvre de Kader Attia qui est Oil and Sugar, que Jenna peut nous montrer, et qui, en 2007, parle en fait de cette question de dégénérescence du capitalisme. Alors moi, j'ai envie de poser la question, que faudrait-il alors, que faut-il inventer pour une croissance plus juste et en réponse à la crise que nous traversons? Et quel est le rôle de l'artiste, la responsabilité de l'artiste dans cette entreprise? Et comment pourrait-il collaborer davantage avec la science pour accélérer cette transition? Voilà, merci à vous, on est ravis de vous écouter. Kader, ça serait bien si on voyait l'extrait vidéo de cette œuvre Oil and Sugar. Ça va arriver, je pense. Alors, il faudrait quand même dire qu'au départ, c'est un cube de sucre qui est complètement blanc, immaculé, sur lequel j'ai versé du pétrole. Et donc, on a cette image de ce cube blanc qui, au fur et à mesure, s'effondre sur lui-même, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas l'œuvre. Une certaine forme de souillure aussi, si je peux me permettre d'ajouter une sorte d'interprétation personnelle de l'œuvre. On voit très bien, je trouve, dans cette œuvre, cette idée un peu de pureté souillée et au fond, qui rappelle peut-être un peu le deuil qu'on doit faire de l'ancienne terre par rapport à la nouvelle terre qui est forcément souillée et transformée que nous avons créée. Alors, à votre avis, Kader, est-ce que vous pensez que cette ère de réchauffement va produire un nouveau type d'artiste? Alors oui, ça définitivement, et c'est déjà en train d'être le cas, hein. Mais pas forcément là où on l'attend. Et c'est pour ça que l'art est formidable, parce qu'il nous surprendra toujours, tout le temps. Si on part par exemple de cette conversation autour de l'environnement, on peut, comme vient de le dire François, y voir plusieurs associations symboliques à ce cube blanc de sucre immaculé qui devient petit à petit noir et qui s'effondre sur lui-même. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que quand on a découvert le pétrole au Proche-Orient, en Arabie Saoudite, lorsqu'on avait amené le roi dans les années 30, le fondateur de la dynastie des Saouds, il a trouvé que ça sentait la merde, en fait. Parce qu'en fait, l'odeur du soufre et l'odeur du pétrole, c'est très proche c'est une odeur très désagréable. Et il était gêné. Et on lui a dit, mais non, non, c'est l'odeur du pétrole. Et il a dit, ah, c'est donc ça que tout le monde veut acheter. Il a dit, bah, donnez-moi plus encore. Et cette image est restée, en fait, en Arabie Saoudite. C'est une phrase qu'on raconte beaucoup, que le roi a dit, donnez-moi plus encore. Aujourd'hui, moi, je pense qu'on est entré dans une nouvelle forme d'exploitation pétrolière, beaucoup plus complexe, et qui fait, pour répondre à votre question, Nathalie, en tout cas à titre personnel, hein, après, en tout cas, je veux bien partager mon point de vue dessus. On est là aussi pour discuter avec François et aussi les spectateurs. Moi, je crois que ce qui a été l'exploitation des matières premières d'hier est en train de devenir obsolète, que tous ces pays producteurs du pétrole le savent, et qu'il y a une nouvelle forme d'exploitation de ressources
qui est en train de se développer et qui est beaucoup plus dangereuse, en fait, parce qu'elle attaque l'esprit, en fait. Parce qu'en fait, il s'agit de l'exploitation de l'être humain dans des économies qui ont été échafaudées, qui sont en fait des mutations du capitalisme. N'oubliez pas qu'Oil and Sugar montre deux éléments fondamentaux du capitalisme, hein, le sucre et le pétrole, et d'un capitalisme lié à l'esclavage, d'un capitalisme lié à la colonisation. Aujourd'hui, cette transformation à laquelle il faut être très attentif, pour moi, elle est, et qui va générer, et qui a commencé à générer de nouveaux artistes, elle est liée à d'autres environnements, à savoir l'environnement cognitif, l'environnement psychologique, l'environnement technologique, bien sûr, mais là aussi, bien sûr, lié à l'environnement naturel, parce que les data centers, par exemple, polluent plus en électricité que la Suède. Je crois qu'Amazon pollue plus par an. L'entreprise Amazon produit plus d'électricité par an, a besoin de consommer plus d'électricité par an que la Suède, juste pour avoir une idée. Donc, il y a une corrélation qui existe dans des domaines qu'on n'a pas encore bien saisis, qui relèvent d'une économie contemporaine, qui est celle de l'attention, etc. Et voilà, c'est en cela que j'aimerais répondre à votre question, Nathalie, sur voilà, les nouveaux artistes, en tout cas cette nouvelle école. Et donc, vous parlez du capitalisme de la data, donc on parle aussi de la perte du QI, l'espèce humaine est en train de perdre en intelligence. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes chercheur et qui vous avez su justement faire ce travail en profondeur, en allant en bibliothèque, etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur cet changement de paradigme, François Gémen? Et un mot sur votre pratique aussi. Moi, ce qui m'interpelle dans l'œuvre de Kader et singulièrement dans cette œuvre Oil and Sugar, mais aussi dans d'autres œuvres qui se tracassent de la question de la mémoire, c'est la question du deuil. Et très souvent en conférence, ou dans des réunions, j'ai ces interpellations de gens qui me disent qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est fichu? Est-ce qu'il est trop tard? Et je pense que la première chose qu'il est impératif que nous fassions, c'est de faire notre deuil de l'ancienne terre, d'accepter que les choses ne redeviendront plus comme elles étaient, pour le meilleur et pour le pire. C'est pour ça qu'en tant que chercheur, je déteste les expressions de crise climatique ou les messages du type « il nous reste 10 ans ou 12 ans pour agir », parce que ça donne l'idée que nous traverserions une sorte de crise transitoire qui ne serait au fond qu'une étape dans l'attente d'un retour à un état de normalité. Or, ce qu'il faut comprendre, je crois, et c'est tout l'enjeu et toute la difficulté aussi dans la communication du message scientifique au public, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous ne sommes pas dans une crise, sans doute dans une crise de sens, etc., mais d'un point de vue purement scientifique, quand on regarde le climat, nous ne sommes pas dans une crise climatique, nous sommes dans une transformation profonde et durable du climat. Ce qui veut dire que nous devons renoncer au climat que nous avons connu par le passé. C'est le sens à mon sens, de l'entrée dans ce que les géologues appellent l'Anthropocène, c'est-à-dire la nouvelle époque géologique dans laquelle nous serions désormais rentrés, et qui se caractériserait par le fait que ce sont désormais les humains qui sont les principales forces de transformation de la planète. En d'autres termes, qu'il est possible de voir désormais l'empreinte humaine dans les couches géologiques de la Terre. Et le changement climatique est bien entendu un des principaux marqueurs de cette époque nouvelle, l'Anthropocène. Et donc, ce qu'il nous faut apprendre à faire, avant toute chose, et aussi difficile cela soit-il, c'est d'accepter le fait que nous avons quitté l'Holocène, l'époque pendant laquelle nous avons été au cours des 12 000 dernières années et qui était caractérisée par une très grande stabilité du climat terrestre. Il nous faut apprendre à faire le deuil de cet Holocène pour apprendre à naviguer dans l'Anthropocène. Et donc, littéralement, pour naviguer sur cette nouvelle terre que nous avons façonnée, il nous faut de nouvelles cartes. Il nous faut littéralement de nouvelles cartes de géographie, de nouvelles cartes de navigation en quelque sorte,
et on sait que le changement climatique va redessiner les contours des continents. Il nous faut aussi de nouvelles cartes à jouer d'un point de vue politique. Il faut nous interroger, j'imagine qu'on aura l'occasion durant cet échange de nous interroger aussi sur la crise de la démocratie représentative, de nous poser la question de savoir qui nous représente dans l'Anthropocène. Et puis, il nous faut aussi, je crois, de nouvelles cartes qui puissent dessiner un projet commun. Et c'est là, je crois, où les artistes ont absolument toute leur place et sont absolument nécessaires pour précisément dessiner ces nouvelles cartes qui nous permettent de naviguer cette époque nouvelle, qui nous permettent de faire notre deuil, c'est une chose, mais qui nous permettent aussi d'envisager le futur à la suite. Une des choses qui me désole le plus en tant qu'auteur principal du GIEC, c'est que les rapports que nous rédigeons et qui font autorité dans la sphère scientifique, qui guident un grand nombre de politiques publiques, sont toujours des rapports qui dessinent au fond les scénarios du pire, qui décrivent ce que serait la Terre dont nous ne voulons pas, une Terre ravagée par les impacts du changement climatique, une Terre qui serait invivable à certains endroits. Et donc nous avons aujourd'hui une idée assez claire des contours de la Terre sur laquelle nous ne voudrions pas vivre. Mais ce qui nous manque aujourd'hui, c'est une idée plus claire de la Terre sur laquelle nous aspirerions à vivre. Et je crois que là, il y a un projet qui doit réunir les scientifiques et les artistes. En quelque sorte, il faudrait pouvoir créer une sorte d'anti-GIEC, c'est-à-dire de montrer par des rapports scientifiques quelles pourraient être les étapes et les balises d'une Terre qui soit désirable et qui reste habitable pour tous, et singulièrement pour les plus vulnérables d'entre nous. Et je crois que c'est là tout le défi aujourd'hui qui peut réunir les scientifiques et les artistes, apprendre à gouverner l'Anthropocène, apprendre à gouverner cette Terre nouvelle que nous avons façonnée et qui en fait ne fait plus qu'un entre la Terre et le monde. D'une certaine manière, l'Holocène a marqué une certaine forme de séparation entre la Terre et le monde qui nous a amenés dans la situation auquel nous sommes aujourd'hui. Il nous faut désormais réapprendre en quelque sorte que la Terre et le monde ne forment en réalité qu'une seule et même entité. Kader, comment ça t'inspire? Le rapport du GIEC pourrait-il un nouveau matériau pour toi pour dessiner, imaginer de nouveaux imaginaires? Est-ce que c'est Oui. inspirant? C'est très inspirant ce que dit François et rassurant d'une certaine manière, parce que je pense qu'on a, en tout cas dans le champ de l'art, nous avons la possibilité, tous les artistes, aussi singuliers soient-ils, puisque chaque artiste est un univers, de proposer des choses concrètes, et c'est en cela que justement, il y a deux choses qui m'ont beaucoup intéressé dans ce qu'a dit François, sur lesquelles j'ai travaillé. D'abord, il y a la question du deuil. Bon. Alors, lui, il l'approche d'un point de vue, je dirais presque collapsologiste. Bon, je suis d'accord que le discours catastrophiste est absolument pas constructif. Mais déjà, à titre individuel, j'avais fait un film qui s'appelle « Réfléchir à la mémoire » et qui a pris comme métaphore la perte d'un membre chez n'importe quel corps qui génère ce qu'on appelle le membre fantôme, en fait, et chez les amputés. Et c'est une histoire assez intéressante parce que j'ai pris mon baluchon et je suis allé voir des historiens de l'Holocauste, des psychanalystes, des historiens du colonialisme, des artistes, et je leur ai posé la question est-il possible de faire une métaphore de ce phénomène chirurgical singulier, individuel, à un niveau collectif? Est-ce qu'on peut ressentir à un niveau collectif, exactement comme le membre fantôme, c'est quand même très fort, hein. Il y a des gens qui se réveillent la nuit en ayant l'impression d'avoir toujours leurs jambes, ils ne l'ont plus. La triste découverte. Il y a en général, d'ailleurs en allemand, on dit Phantomschmerzen, ce qui veut dire douleur fantôme. En général, le membre fantôme laisse aussi une douleur très grande qui est associée au traumatisme de la perte. Et en fait, ce qui m'a intéressé à travers cette question, c'est que les communautés aussi, et les individus sont confrontés face à la perte d'un être cher comme d'une partie de leur corps au deuil. Au deuil, puisque la réparation ici en question est irréparable. Comment faire avec l'irréparable de la réparation? Comment accepter
le traumatisme, comment accepter, comment sortir de cette dialectique qui a formaté l'esprit occidental, que la réparation, il faut se souvenir que le mot réparer en français, repair en anglais, reparaturen en allemand, reparation en espagnol, viennent tous du latin qui dit reparare, qui dit revenir à l'état original, à l'idée de l'état original. Donc moi, ça m'a beaucoup intéressé, cette idée que nous sommes formatés à l'idée qu'on puisse revenir à l'état original, qu'on puisse corriger l'histoire, qu'on puisse nier l'accident. Alors qu'en fait, cet accident-là doit nous enseigner, peut nous enseigner des choses. C'est pour ça que les sociétés traditionnelles, en tout cas prémodernes, m'ont beaucoup intéressé, parce qu'elles, quand elles réparaient, qu'elles soient japonaises avec le kintsugi ou les kalbas, ou même en Europe, au Moyen-Âge, les réparations prémodernes laissaient la blessure visible. Donc, pour moi, il y a dans cette façon d'assumer clairement l'accident des métaphores extraordinaires. C'est pour ça que je les ai ramenées sur le corps humain après, avec les gueules cassées, etc. Donc, il y a une chose qui me paraît vraiment intéressante dans ce qu'il a dit, c'est la question du deuil, parce qu'effectivement, on a l'impression, et on en parlait, Nathalie, tous les deux, particulièrement dans le monde de l'art contemporain, que cette pandémie, c'est juste une parenthèse, et que tout va reprendre comme avant, avec cette espèce d'hystérie de voyage où on prenait l'avion pour une conférence, pour une journée, on l'a tous fait, je l'ai fait. Moi, j'ai envie de dire, ce que m'a dit d'ailleurs un ami hacker vénézuélien il n'y a pas longtemps, il faut qu'on trouve la touche pause. Il faut appuyer sur la touche pause, quoi. Il faut qu'on invente la touche pause. Et donc, ça revient sur une dernière partie de ce qu'a évoqué François et la manière dont tu l'as présenté. C'est qu'à mon sens, s'il y a un soin, un care de l'environnement, c'est un soin lié à la durée. Je pense qu'il faut retrouver le sens de la recherche, parce que la recherche, c'est le sens de la durée. C'est un rapport à la durée. C'est un rapport au care de l'environnement qui est l'attention, prendre soin, et non pas l'attention, économie de l'attention consumériste, avec une finalité consumériste. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est le rapport à la durée, parce que tout est fait aujourd'hui pour nous inscrire l'être humain, que ce soit sur des questions d'environnement naturel, d'environnement technologique, d'environnement politique, d'environnement psychologique. Tout est fait, toute cette architecture en fait, de nos relations à ces environnements est régie par une sorte de vitesse. Il y a eu d'ailleurs des philosophes, moi je ne suis pas très proche de l'accélérationnisme, mais il y a quand même, à un moment donné, Virilo par contre l'a très bien expliqué, il y a un rapport à hystérique au rendement, à la vitesse, J'avais dit et insisté, notamment par rapport aux artistes, on m'avait posé la question en France, mais je l'ai dit en Allemagne aussi, pendant la pandémie, qu'il était temps qu'on comprenne qu'un artiste, je le glisse ici parce que c'est important, un artiste qui n'a pas la chance de vendre régulièrement des œuvres d'art, puisse bénéficier d'un revenu universel. Parce qu'un artiste est un chercheur. C'est un chercheur et un artiste qui n'arrive pas d'ailleurs à en vivre ne va pas arrêter ses recherches. Il apporte à la société quelque chose qui est précieux. Et c'est là où vous voyez qu'en parlant de care, we don't care about this, on ne soigne pas cette dimension de la recherche nécessaire pour pouvoir réinventer un monde nouveau, en fait. C'est ça qui m'intéresse. C'est pour ça que c'est aussi ta question, elle est intéressante parce qu'elle est transdisciplinaire. Je pense qu'il faut qu'on trouve des ponts aussi entre le monde de l'art, en tout cas les artistes, les scientifiques, les sociologues, les scientifiques de différents domaines, parce que c'est une tâche très complexe qui nous attend. Alors là, je reviens de la Biennale d'architecture à Venise et malheureusement, j'ai pu constater qu'on était encore dans le constat pédagogique, d'expliquer d'où nous venons, où nous en sommes, d'expliquer de manière très didactique et peu de prospective. En tous les cas, je pense que ça pourrait aller plus vite sur l'innovation et avec autre chose que des habitats sous forme de ruches faits par les abeilles. Donc, à terme, on pourrait potentiellement exploiter les abeilles, mais bon, à grande échelle, ça paraît un peu compliqué. Donc, moi, j'ai envie de parler plutôt de la notion de désencombrer. Donc, je rejoins ce que tu dis, Kader, c'est-à-dire qu'on sait qu'on doit désencombrer, donc on doit rentrer dans une circularité, dans une durabilité. Donc, ça pose. Les entreprises mondiales sont aussi dans ces questionnements, et notamment la mode.
Et donc, comment on peut mettre en place une économie alternative qui, comme tu dirais, il y aurait un revenu pour les artistes, mais il y aurait aussi une vraie mutualisation du transport, des matériaux utilisés pour les expos, voilà, une vraie réflexion sur produire moins, produire mieux, produire plus localement, etc. Et c'est vrai que cette pandémie accélère ces débats, ces réflexions. Et j'ai envie de dire que les actions, donc là, il faut débattre, il faut penser, réfléchir, donner des idées. Mais comment mener des actions conjointement, comme tu dis, entre les différents mondes? J'ai l'impression que ces mondes ne se parlent pas, alors qu'on est quand même tous dans le même bateau. On ne se parle pas assez, n'adresse pas assez le sujet de manière collective. Qu'en pensez-vous? Ce que dit Kader sur le fait que les artistes sont des chercheurs et je crois quelque chose qui est très vrai. Et artistes, chercheurs et j'ai envie d'y ajouter les journalistes, nous faisons le même métier, c'est-à-dire que nous essayons de rendre compte d'une réalité, de la manière dont nous percevons la réalité, avec certaines méthodes qui sont évidemment différentes selon notre métier, mais je crois que le but final est au fond le même. Et je pense que dans ce que vous dites, Nathalie, sur la question effectivement de la difficulté de la communication, etc., ça tient aussi parfois effectivement à une sorte de méconnaissance du travail des uns et des autres. Et quand je dis travail, ce n'est pas seulement une méconnaissance de telle ou telle œuvre, et bien sûr, je ne connais pas toutes les œuvres que Kader a produites, je ne pense pas qu'il ait lu tous mes articles ou les livres, mais dans la manière dont nous abordons les choses. Moi, par exemple, je suis un chercheur empiriste. Ça fait sincèrement des années que je n'ai plus mis un seul pied dans une bibliothèque. Et mon boulot consiste à aller sur le terrain, à parler avec les responsables politiques, à essayer d'envisager des solutions et à rendre compte du réel. Alors, je ne dis pas que les chercheurs qui passent du temps en bibliothèque sont de mauvais chercheurs, mais ce sont des chercheurs qui sont davantage contemplatifs et qui vont utiliser d'autres outils, d'autres instruments. Et donc, moi, j'ai par exemple énormément de travaux en commun avec des artistes. On a évoqué Paul Virilio. J'ai travaillé beaucoup avec Paul Virilio sur la question de l'accélération. On a monté ensemble une exposition à la Fondation Cartier à Paris avec Raymond Depardon aussi, qui précisément essayait de réfléchir à cette question d'accélération. Quelque chose qui est très fort chez Virilio, c'est l'idée que l'idée d'accélération induit nécessairement la possibilité, la probabilité de l'accident. Et un des grands marqueurs de l'anthropocène et du changement climatique, c'est précisément cette accélération qui se mesure, par exemple, quand on regarde l'évolution de la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Au cours de l'Holocène, cette concentration qui se mesure en parties par million, en ppm, est restée constante à 280 parties par million, ppm. Lorsque je suis né en 1980, j'ai coutume de dire que je suis né non pas en 1980, mais je suis né à 337 parties par million. Et nous venons de dépasser le cap des 420 parties par million. Pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris, donc pour garder la hausse de la température inférieure à 2 degrés et donc pour garder la Terre habitable pour tous, il faut que nous ne dépassions pas le seuil de 450 parties par million et que nous parvenions à stabiliser la concentration de gaz à effet de serre à 400 parties par million. Donc, ça implique de décélérer. Et ce qui est terrible, et je reviens à ce hacker vénézuélien qui disait où se trouve la touche pause, c'est notre incapacité, en fait, à ralentir. Parce que notre société est évidemment orientée sur l'idée du Quitius, Altius, Fortius, plus vite, plus haut, plus fort. Et sans doute, le grand enjeu est d'abandonner cela pour passer à une société plus profonde, qui serait certainement une société du soin, une société du care. Et tant le capitalisme est évidemment orienté autour d'aller plus vite, plus loin, plus fort, mais la politique aussi, la difficulté d'aborder politiquement l'époque dans laquelle nous sommes, c'est que la politique, au sens noble du terme, a toujours été fondée sur l'idée de repousser les limites du possible. Et d'un coup, cette sorte d'aspiration politique au progrès perpétuel
se heurte aux limites physiques de la planète Terre. Et la question politique au sens noble du terme, pas au sens partisan, mais au sens politique, donc comment vivre ensemble, c'est au fond comment réconcilier cette aspiration à un progrès permanent avec la réalité physique des limites de la Terre. Et donc, en quelque sorte, comment réconcilier cela? Et je crois que c'est ce qui explique aussi beaucoup des crispations de l'époque quant à la question de ce que l'on va faire. Vous disiez, Nathalie, et je suis bien d'accord avec vous, qu'on est encore souvent largement à l'ère du constat. Et moi, en tant que chercheur, je suis encore énormément sollicité pour expliquer, pour dire où nous en sommes, etc. J'aimerais être davantage sollicité pour réfléchir à comment nous pouvons naviguer cette époque nouvelle et à ce que nous pouvons faire ensemble. Et je crois très souvent, et je vais en terminer là, en tout cas pour cette intervention, qu'un des autres problèmes qui est évidemment lié à la manière dont le capitalisme est conçu aujourd'hui, c'est qu'il est conçu dans un modèle néolibéral, c'est-à-dire un modèle d'atomisation des individus qui sont souvent réduits à leur fonction de consommateurs. C'est ça qui va expliquer qu'on a longtemps réfléchi à la lutte contre le changement climatique en termes de gestes individuels et de modifications des comportements d'achat ou des modifications des comportements d'achat. Et il faut se rendre compte que même si nous vivions tous comme Greta Thunberg, nous ne résoudrions qu'environ 30% du problème. C'est-à-dire que selon les pays, on estime qu'entre 20 et 40% des émissions de gaz à effet de serre sont déterminées par les comportements individuels. Alors évidemment, ces changements de comportement individuel sont importants et nécessaires, mais jamais ils ne seront suffisants. En d'autres termes, si nous raisonnons en termes néolibéraux, en tant que consommateurs isolés les uns des autres, si nous réfléchissons uniquement quant à la manière dont nous pouvons faire notre part individuelle, eh bien, nous allons au-devant de terribles désillusions parce que nous n'allons pas y arriver, parce que nous aurons l'impression d'avoir fait beaucoup et que malgré tout, ça ne sera pas suffisant. Et ce qui est formidable avec le changement climatique, c'est que ça nous pousse forcément à sortir de cette logique d'atomisation des individus pour nous demander non pas seulement ce que nous pouvons faire chacun de notre côté, mais aussi et surtout ce que nous pouvons faire ensemble. Et c'est là, je crois, où la lutte contre le changement climatique peut recréer du collectif, peut recréer une forme de citoyenneté idéalement mondiale et peut être un formidable projet politique qui nous ressoude les uns aux autres parce que nous allons devoir nous demander ce que nous pouvons faire ensemble et pas uniquement chacun de notre côté. Faire sa part, c'est important, mais ça ne suffira pas. Kader? Alors, c'est très intéressant ce que dit François. Il y a plusieurs aspects qui me semblent fondamentaux, mais comme il a terminé par la notion du ensemble, je pense que je vais vraiment répondre là-dessus. Le problème, c'est que nous ne le sommes plus ensemble. Tout à fait juste. Et si vous voulez, il a parlé tout à l'heure très justement de Virilio qui disait, quand on a inventé l'A380, on a aussi inventé l'accident de l'A380. En inventant des choses, Bernard Stiegler le disait différemment. Il disait que la technologie digitale est un pharmacone. C'est le remède et le poison. Le remède, c'est que plusieurs sociologues, médiologues, comme Régis Debray, comme Dominique Boulier, disent les réseaux sociaux peuvent être utilisés intelligemment pour pouvoir nous faire prendre conscience de l'environnement. Quand vous êtes branché sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, évidemment, on le sait, et depuis très longtemps, il y a des grands-mères qui sont sur Facebook. Bon, la grand-mère de mon fils, elle a une page Facebook. Bon, il y a donc, à travers cette technologie, d'être ensemble. Après, je reviendrai sur le fait que c'est du fake ensemble. Hein. On est virtuellement ensemble, on ne l'est pas réellement. Il y a la possibilité de prendre soin de ses petits-enfants, de prendre soin de ses amis, de prendre soin donc du futur, et donc de l'environnement. Puisque si on a conscience d'autrui, on a envie d'en prendre soin. Bon. Le problème, c'est que ce n'est pas comme ça que ça marche. Ça marche avec une gouvernementalité algorithmique, ils sont plusieurs à en avoir parlé, dont la philosophe Antoinette Rouvroy, qui en parle très très bien.
en se fondant sur ce que Gilbert Simondon avait appelé l'individuation. Qu'est-ce que c'est l'individuation? L'individuation, ce n'est pas l'individualisme. Nous sommes des individus, là, les spectateurs, Nathalie, François, moi, et nous, tous ensemble, restons nous-mêmes, autonomes, mais nous créons un individu collectif à travers cette conversation. C'est ça que la gouvernementalité algorithmique parasite, court-circuite, en allant directement chercher chez chaque individu, à travers un principe économique de la pulsion, les fantasmes, ce qui va justement contribuer au consumérisme. Ce qu'on a essayé de faire à la colonie, bien avant la pandémie, et ce que vous avez essayé de faire, vous, avec la Fondation Thalie et plein d'autres projets, c'est de prendre soin de ce common ground, de se retrouver dans un espace ensemble, physiquement ensemble, pour pouvoir justement échanger, parce que là, c'est des beaux mots, hein, la trans-individuation, mais Gilbert Simondon et après lui Stigler sont très clairs. Qu'est-ce qui se passe entre les individus? Ils s'échangent des connaissances et des savoirs. On s'individue, en fait, l'individu n'est plus un nom, ça devient un verbe, en échangeant des savoirs et donc en les confrontant. Et ça, moi, je l'ai vu à la colonie. On n'était pas souvent d'accord, mais qu'est-ce que c'était riche comme débat et comment on sortait, les commentaires que je recevais, c'est « j'ai appris des choses ». Je ne suis pas tout le temps d'accord, mais j'ai appris des choses. Et là, il y a quelque chose qui se joue qui est assez intéressant par rapport à la platitude des débats en dehors de ce genre de lieu. Je crois que la question du ensemble, aujourd'hui, elle est corrélative à un projet de transition écologique, en fait. C'est-à-dire que c'est en se rencontrant, c'est en faisant des choses comme ce soir, c'est en les multipliant, c'est en transindividuant, en fait, les individus, à travers des échanges de connaissances, à travers des échanges d'idées, en continuant qu'on arrivera petit à petit, j'espère, à ouvrir les yeux sur la nécessité de prendre soin d'autrui, en fait. Parce que je crois que le vrai problème, quand on ne prend pas soin de l'environnement, on ne prend pas soin de l'autre, en fait. C'est un comportement qui est très individuel, alors pour le coup, individualiste. Et donc, vous voyez ce que je veux dire? Pour embrayer directement sur ce que tu dis, Kader, et à quoi je souscris entièrement, je pense qu'il y a une dimension aussi internationale qui est fondamentale. Et j'ai envie de dire, même pas internationale en fait, cosmopolitique. Internationale suppose de réfléchir entre nations, et je pense qu'il faut pouvoir dépasser ça aujourd'hui. Physique, d'un point de vue physique, un des principaux problèmes aujourd'hui dans la coopération qu'on appelle encore internationale et qu'il faudra appeler coopération globale contre le changement climatique, c'est que les pays qui sont responsables du problème n'ont aucun intérêt direct à agir. Ils n'ont aucun intérêt direct à agir parce que les pays qui seront, ou plutôt les populations qui seront les premières et les plus durement touchées, ne sont pas situées à l'intérieur de leurs frontières nationales, mais sont situés autour de l'équateur, et donc ce sont essentiellement des pays dits du Sud. Et donc, en quelque sorte, et tu as beaucoup travaillé aussi sur les questions de colonisation, d'une certaine manière, le changement climatique est une forme de perpétuation de cette logique coloniale qui va faire que les pays industrialisés, qui ont construit leur développement et leur puissance sur l'exploitation des énergies fossiles, non seulement vont refuser aux pays dits en développement ou émergents d'exploiter à leur tour ces énergies fossiles parce qu'on sait bien qu'on va dans le mur si jamais effectivement ils brûlent les énergies fossiles qu'ils seraient en droit de pouvoir utiliser, mais en plus vont subir de plein fouet des impacts pour lesquels ils ne portent qu'une responsabilité infinitésimale. Et donc littéralement, le changement climatique est une forme de persécution que nous infligeons consciemment aux plus vulnérables. Et tout l'enjeu, et pourquoi est-ce que nous le faisons? Parce que nous considérons, quelque part, que ceux qui habitent au-delà de nos frontières ne font pas partie de notre corps social. Les frontières vont définir une sorte d'identité collective, un groupe de gens par rapport auxquels nous reconnaissons que nous avons des responsabilités. Les systèmes de sécurité sociale, par exemple, sont des systèmes nationaux. Nous cotisons pour les pensions des gens qui habitent dans notre pays. Il ne nous viendrait pas à l'idée de cotiser pour les pensions des Burkinabés ou des Vénézuéliens, par exemple. Or, dans le cas du changement climatique, il nous faut absolument, si l'on veut agir résolument,
que nous considérions que nous faisons partie du même corps social, de la même humanité que des gens qui sont au-delà de nos frontières, qui habitent dans des pays que nous ne connaissons pas et que nous ne visiterons sans doute jamais. Et donc, il implique absolument que nous considérions ces gens non pas comme des étrangers vis-à-vis desquels nous n'aurions pas de responsabilité particulière, mais que nous les considérions littéralement comme une partie de nous-mêmes, et donc que nous revenions je dirais, à notre identité fondamentale, qui est celle de terriens et de terriennes, d'habitants et d'habitantes de la Terre. Et ça, c'est toute la difficulté, évidemment, dans le moment qui est un moment de retour aux frontières. Mais tout à fait. Et c'est là où ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure sur la dimension pharmacologique, c'est-à-dire remèdes et poisons, prenons par exemple des réseaux sociaux. Bon, on a toujours tendance à dire qu'ils amènent le chaos dans le monde. Moi, je lisais récemment un article par un philosophe chinois qui s'appelle Yu Kui, qui dit et qui explique comment, d'un point de vue infrastructure, les réseaux sociaux ne sont pas le monopole de Facebook ou de Twitter. Il y a d'autres formes de réseaux sociaux alternatifs, notamment écologistes, d'artistes, de chercheurs, d'ingénieurs en écologie qui s'échangent en permanence des énergies, des idées, etc. Et donc, on voit bien qu'il y a une dimension thérapeutique possible avec cet environnement hostile. Parce que tant qu'il est associé en fait à un capitalisme sans foi ni loi, qui ne voit que l'extraction de richesses de la base vers le haut, mais pas du tout le rapport, ce dont je parlais tout à l'heure, au temps. Il y a un rapport au temps, moi, que je trouve totalement, d'autant plus dérangeant que toute la question de la réparation, c'est la question de la blessure pour moi. La blessure et la réparation sont liées à jamais dans une boucle et se poursuivent. On ne peut pas concevoir la réparation sans la blessure quelque part. Or, cette notion de temps, dès lors qu'elle est ressentie émotionnellement ou qu'elle est conçue intellectuellement, est une blessure dans ce flux étrange qu'est le temps. Or, on le voit bien que la non-régulation aujourd'hui du technolibéralisme, donc de toutes les entreprises technologiques, particulièrement celles liées aux réseaux sociaux, avec des collusions dans lesquelles je ne vais pas rentrer là, mais on le sait très bien, fait qu'il y a une extraction de richesse qui se fie de l'environnement, puisque pour pouvoir prendre soin d'un environnement, il faut d'abord comprendre la nécessité de prendre soin de la communauté et donc de l'autre, des autres. Je parle de la communauté humaine. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est en cela peut-être que toutes ces réunions, elles ont un intérêt. Alors, à mon sens, c'est là où justement je dis qu'il y a une dimension thérapeutique avec Internet. On pourrait proposer concrètement aussi des réseaux, en tout cas de rendre un peu plus de visibilité à ces réseaux alternatifs qui existent. Hein. Je crois que il y en a un, par exemple, c'est plus de 50 000 abonnés, par exemple, qui entre les États-Unis, l'Asie, l'Afrique, l'Europe, etc. Donc, il y a et de réseaux vraiment de militants écologistes qui sont nés avec des idées de réparation, en fait, vraiment. Voilà. Alors, tu parlais de temps et malheureusement, le temps file. Il est 19h43, donc je vais revenir pragmatiquement aux questions, quelques questions du public qui rejoint ce que tu dis, Kader, notamment les mouvements, une question sur les mouvements des jeunes, ces mouvements mondiaux comme Friday for Future, je ne sais pas si vous connaissez, et qui semblent démontrer que la jeune génération a compris l'enjeu de faire corps ensemble. Alors, comment on peut les soutenir au mieux? Et est-ce que toi qui vas être commissaire d'une biennale, donc quand même un lieu qui diffuse une pensée, est-ce que justement, ce n'est pas la responsabilité est-ce que ça va faire partie de tes sujets dans le cadre de cette biennale? Oui, enfin, moi, encore une fois, je ne veux pas donner de leçons. Hein. J'ai la chance d'avoir cette possibilité de biennale. Il y a, comme je le disais tout à l'heure, une éthique écologique qui, à mon avis, est totalement absente du monde de l'art, en tout cas d'un certain monde de l'art. Je ne veux pas généraliser, elle existe dans certaines sphères. Et j'aimerais bien justement que cette biennale ne soit pas seulement un accrochage d'œuvres. J'aimerais aussi qu'il y ait une plateforme discursive de transindividuation
dans laquelle on invite bien sûr des artistes, mais aussi des chercheurs, des ingénieurs en écologie, comme, je ne sais pas, Malcolm Ferdinand, par exemple, ou on peut peut-être inviter François. Créer une conversation. Je crois qu'il n'y a pas d'ensemble sans conversation. Et ce qui m'a le plus plu avec la colonie, c'est qu'il ne s'agissait pas d'être pro ou contre. Il s'agissait de s'individuer. Parce que c'est ce qui définit l'instinct grégaire, donc la nature humaine, l'agora, échanger, argumenter. On peut ne pas être d'accord, mais on apporte une forme de réflexion qui est censée justement enrichir la conversation. Je crois que ce qui est très important, par exemple, c'est comment ça sera conçu. Et pour l'instant, je ne peux pas vous donner trop de détails, mais c'est vrai que j'essaie d'un point de vue pragmatique de convaincre l'institution qui m'invite à pouvoir organiser pendant les 3 mois de biennale, de manière hebdomadaire, un grand débat sur une question qui sera évoquée. Est-ce que, par exemple, puisqu'on a beaucoup parlé des flux migratoires, dans ces débats, nous allons aussi expliquer comment… alors, la question du Uns, en allemand, du nous, est fondamentale. Elle a été complètement, pour moi, fragmentée par cette gouvernementalité algorithmique. Mais il y a aussi la question de la catastrophe environnementale, comment elle s'est construite aussi. Comment elle se construit dès lors que l'homme découvre l'agriculture. Donc, puisqu'il y a plusieurs chercheurs qui considèrent que l'Anthropocène, c'est quelque chose qui démarre à cette époque, à la colonisation. Par exemple, Malcolm Ferdinand qui explique que toute la Caraïbe, qui était peuplée d'îles couvertes de forêts, a été complète. Il y a eu un programme de déforestation tellement dingue là-bas qu'on a développé des cultures qui, jusqu'à aujourd'hui, ont transformé ces pays en monoculture. Et il ne parle pas d'anthropocène, lui, par exemple, il parle du plantationocène. Donc, vous voyez, je pense que c'est important dans cette idée de transindividuation aussi déjà de cartographier un peu la problématique dont on parle. Et ensuite, comme vous dites, Nathalie, très important de proposer des choses, de proposer des idées, d'oser proposer des idées. Ok. Donc, autre question, quand j'ai visité votre exposition au Palais de Tokyo, que vous avez partagée avec Jean-Jacques Lebel, on pouvait voir beaucoup d'objets très singuliers et la majorité de ces objets étaient réparés, restaurés. Aujourd'hui, vous intervenez dans une conversation, on va dire, portant sur la crise écologique climatique. Comment, selon vous, qui êtes un artiste chercheur, réparateur, pourrait-on réparer les océans pollués et l'atmosphère qui nous asphyxie ? Eh bien, là encore, je dirais, moi j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit François tout à l'heure quand il a dit surtout ne pas être catastrophiste et commencer à déclencher un compte à rebours, tu sais, de la fin du monde, et se dire, bon, ça ne sera plus comme avant. C'est ce que m'a dit un chirurgien d'une fille qui a perdu sa jambe, drame et tout, Stéphane Morin. Il me dit, tu as toujours, avant d'amputer une jambe, une confrontation avec le patient. Alors, moi, je lui ai dit, je vais vous couper la jambe, ça ne sera plus comme avant. Crier, pleurer, hurler, mais dites-vous que ça ne sera plus comme avant. Vous aurez une autre vie. Peut-être qu'elle sera mieux que votre vie d'avant, mais vous n'aurez plus cette vie. Je pense qu'il faut aussi qu'on ait conscience comment dire, que la réparation, c'est aussi admettre l'irréparable, en fait, et de regarder devant, en fait. Regardez ce qu'on peut faire. Ça commence maintenant. Et on parle aussi beaucoup d'agir donc pour le vivant avec ce festival Arles, de se reconnecter au vivant avec toute une littérature, Baptiste Morisot, Vinciane Després. Donc il y a aussi une espèce de brouhaha et de mode aussi sur cet élan autour du vivant. Et reste cette nature dont vous dites, Kader, qui est impossible à dominer, et ce génie du vivant qui nous inspire. Et je pense que c'est aussi par la poésie, par la créativité, par tous ces atouts que nous avons, nous, humains, et que la machine n'a pas, qui quelque part, nous sauvera. Donc, on a besoin de l'art, et l'art, les artistes sont là pour justement apporter cette vision du monde. Et aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment… Toi qui as enseigné, qui enseigne, qui donne des conférences, comment tu perçois ces jeunes artistes aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils ont envie de dire? Tu dis, j'ai pas envie de faire une biennale, on va accrocher des œuvres. Donc, est-ce qu'ils ont cette dimension
d'écologie, enfin de penser une exposition différemment que par l'accrochage d'œuvres? La jeune génération, elle est très intéressante par rapport à cette question. Alors, bien sûr, j'accrocherai aussi des œuvres, il n'y aura pas, il y Oui, aura pas bien de sûr. différence, mais la jeune génération, elle est très intéressante parce qu'elle a un rapport aux médias qui lui donne la certitude de tout connaître. Or, on revient à la duration, au temps, à la durée, pardon. Le rapport qu'ont les jeunes avec le fait de s'informer est pas superficiel, mais pas aussi approfondi que notre génération. Et donc, ils peuvent répondre de manière très pertinente, par exemple, face à des sujets qui suscitent la controverse, dans des situations un peu équivoques. Ils peuvent être beaucoup plus ouverts que nous, qui sommes déjà formatés. Mais de l'autre côté, je trouve qu'ils doivent, nous aussi d'ailleurs, travailler au fait de désapprendre, en fait, de toutes ces certitudes qui nous régissent et qui nous pétrissent, en fait. Et ça, c'est très important. Et donc, moi, ce qui m'intéresse dans l'art, quand je vais voir une expo ou peut-être le projet que je rêverais de réaliser d'un commissaire, c'est d'être capable, puisqu'on parle d'environnement, de mettre des gens très très jeunes avec des artistes paysagistes, jardiniers, artistes de toute façon au sens large, comme Gilles Clément, par exemple, qui travaille le vivant. Vous voyez ? Et c'est ça, en fait, là, on revient encore à la transindividuation. Il ne faut surtout pas faire un focus générationnel. Quand on se pose la question de la technologie aujourd'hui et des risques de ce qu'est la technologie, on doit se souvenir que les futuristes italiens étaient fascinés par la vitesse, fascinés par la machine et donc par la guerre, et ils ont embrassé le fascisme. Vous voyez ? Et c'est un peu comme ça que je vois la conversation, en fait, surtout pas générationnelle, mais en montant des ponts dans lesquels on pourrait finalement faire cette pause, en fait, dont parle Melhi, là, le hacker. Je ne sais pas ce que François en pense. Pourquoi ? Je dirais ce qui est très intéressant avec les générations actuelles, c'est qu'elles matérialisent ce qui était jadis une abstraction. C'est-à-dire que jadis, nous parlions de préserver le climat intact pour les générations futures. Et ces générations futures, qui étaient une sorte d'abstraction, sont devenues réalité. Et effectivement, si les jeunes aujourd'hui sont en colère et manifestent, notamment sous l'égide du mouvement de Greta Thunberg, Fridays for Future, que vous avez évoqué, c'est parce que cette génération se rend bien compte, évidemment, qu'elle va être la première génération à subir de plein fouet les effets du changement climatique et qu'elle est aussi quelque part la dernière génération à pouvoir s'assurer de conserver la terre habitable pour tous. Et donc, c'est une responsabilité énorme et qui, en l'espace de quelques générations, nous allons jouer le futur de la Terre sur plusieurs milliers d'années. Et je crois qu'il y a une sorte de conscience, de responsabilité qui est très, très forte chez cette génération. J'enseigne les politiques du changement climatique dans plusieurs universités. Et ce qui me frappe, c'est de voir comme le niveau de connaissance des jeunes sur cette question augmente année après année. C'est-à-dire, contrairement à cette antienne un peu classique des profs qui se plaignent tout le temps que le niveau baisse, moi je suis stupéfait de voir comme le niveau de connaissance et d'implication augmente année après année. Il y a encore 10 ans de cela, je pouvais répondre à 9 questions sur 10 que me posaient les étudiants. Aujourd'hui, je ne peux plus guère répondre qu'à 3 ou 4 questions sur 10, et pour les 6 ou 7 autres, je veux dire, je vais vérifier et je reviens avec la réponse la semaine prochaine. Et il y a aussi, je trouve, des implications tout à fait différentes dans ce que doit être l'action politique. Je suis très frappé, par exemple, qu'une bonne partie des étudiants auxquels j'enseigne à Sciences Po, qui est pourtant conçue un peu comme l'école du pouvoir en France, ne vont plus voter. Pas parce qu'ils se désintéressent de la chose politique, mais parce qu'ils considèrent que, en allant voter, en participant à une élection, ils se rendraient complices d'un système qu'ils récusent. Et donc, ce sont des étudiants qui sont très engagés politiquement,
mais qui ne se sentent plus représentés dans les institutions démocratiques. Et c'est là aussi, je crois, où des événements comme une biennale, où le travail des artistes peut être important, c'est de nous interroger sur qu'est-ce qui nous représente et qu'est-ce qui fait, au fond, que tant de gens, y compris des gens qui sont très engagés politiquement et très au fait de la situation, ne se sentent plus représentés par les institutions de la démocratie représentative, ne considèrent plus que nos parlements, que nos gouvernements sont des représentations légitimes de leur voix et de ce qu'ils sont. Et moi, j'ai envie de dire, autant je trouve tout à fait intéressant l'idée de Kader, effectivement, que la Biennale ne soit pas juste un lieu d'exposition d'œuvres, mais soit aussi une plateforme de discussion et d'action. J'ai envie de dire, il faut aussi pouvoir faire le chemin inverse politiquement. Il faut qu'au COP, c'est-à-dire ces sommets des Nations Unies qui discutent chaque année de l'état du climat, il faut que nous puissions être représentés plus uniquement par nos gouvernements, mais que nous puissions aussi être représentés par des artistes, par des représentants de la société civile, par des peuples autochtones, pourquoi pas par des entreprises qui s'engagent elles aussi. Et effectivement, on peut se poser la question de se dire, est-ce que face à cet enjeu global, ce sont encore les gouvernements qui portent notre voix, ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres manières aussi de faire entendre notre voix? Et là, je crois, moi j'aimerais beaucoup, évidemment ça ne dépend pas uniquement de moi, que les Nations Unies puissent aussi ouvrir ces COP aux artistes de la même manière que les artistes peuvent ouvrir leur biennale à d'autres représentants, à des chercheurs, à des politiques, à des représentants de la société civile et certainement à des jeunes. Kader, tu veux ajouter quelque chose? Il est 19h56, donc oui, non, je suis assez d'accord. On n'a pas beaucoup de temps, donc je suis assez d'accord avec François, absolument. Alors, quand même, juste un mot sur, effectivement, on parlait de collapsologie et de théorie de l'effondrement. Donc, on lit quand même beaucoup dans la presse que le plus 2 degrés ne sera absolument pas respecté et qu'on est déjà à plus 5 en 2050, entraînant des drames humains conséquents et terribles en termes de déplacement des populations. Donc, on peut quand même donner un petit état des lieux, parce que c'est ta recherche, François Gémen. Donc, qu'est-ce que tu peux dire sur ces déplacements? On n'en a pas parlé. Catastrophique. Si nous arrivons un jour à une augmentation de température de l'ordre de plus 5 degrés, ça ne sera pas avant 2100, vraisemblablement. Donc aujourd'hui, on est à environ 1,2 degré d'élévation de la température par rapport aux températures pré-industrielles, c'est-à-dire par rapport aux températures avant la révolution industrielle de la fin du 19e siècle. Et donc, tout l'enjeu, effectivement, ça va être de voir si nous pouvons rester en dessous de ce seuil de plus 2 degrés. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas plus 2 degrés, comme je le disais, par rapport à maintenant ou par rapport à la signature de l'accord de Paris. C'est plus 2 degrés par rapport au niveau des températures pré-industrielles, et on a déjà parcouru la moitié du chemin, on est déjà à plus 1,2 degrés. Alors effectivement, si on regardait l'état des engagements des différents gouvernements jusqu'ici, on était parti globalement sur une augmentation de la température autour de 3,5 degrés, 4 degrés d'ici 2100. Donc ça n'allait pas du tout. Depuis le sommet sur le climat qu'a organisé Joe Biden fin avril, de très nombreux gouvernements ont revu à la hausse leurs engagements, et donc on est aujourd'hui sur des engagements qui s'approchent. Et donc je ne veux pas être trop négatif non plus, on est aujourd'hui sur des engagements qui s'approchent des objectifs de l'accord de Paris. On est autour de plus 2,5, plus 2,6 degrés. Donc on est encore au-dessus, mais quand même un certain progrès qui a été fait. Mais il y a encore 2 difficultés majeures, ou plutôt même 3 difficultés majeures. La première difficulté majeure, c'est que les engagements passés n'ont jamais été respectés. Ce qui contraint évidemment les gouvernements à faire des promesses chaque année de plus en plus ambitieuses, et on a un peu l'impression que les promesses perpétuelles ont remplacé l'action. C'est comme si je promettais à ma famille de perdre 5 kilos un soir de Nouvel An, et qu'au Nouvel An suivant, je revenais en n'ayant non pas perdu 5 kilos, mais en ayant pris 5 kilos, et que je leur disais, ne vous tracassez pas, l'année prochaine, je perds 10 kilos. Les gouvernements sont exactement dans cette logique-là pour le moment. C'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que les engagements ont souvent été pris à des horizons 2030 ou 2035.
c'est-à-dire des horizons qui dépassent le mandat politique des dirigeants qui les ont pris. En 2030 ou 2035, plus personne n'ira rechercher Emmanuel Macron ou Charles Michel ou Angela Merkel pour leur demander des comptes. Ces dirigeants seront tous sortis de charge. Et donc, il y a un enjeu aujourd'hui à nous demander, non pas uniquement ce qu'on peut faire d'ici 2030. Si vous me dites, François, il faudrait que tu perdes 10 kilos d'ici 2030, je continuerai à boire trop d'alcool jusqu'à 2029. L'enjeu, c'est de nous dire, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire immédiatement et pas juste avec des horizons lointains. Ça, c'est très important. Et la troisième difficulté, pour ne pas non plus voir la situation trop idéale, c'est qu'on se tracasse effectivement beaucoup des émissions actuelles des pays qui sont les gros émetteurs, l'Europe, les États-Unis, le Japon, la Chine. Mais l'enjeu de la lutte contre le changement climatique, il va se jouer largement hors de nos frontières. C'est-à-dire que ce sont demain les politiques climatiques de l'Égypte, du Nigeria, de l'Indonésie, de l'Inde ou du Brésil qui vont décider du sort du changement climatique. Et nous ne nous intéressons pas encore suffisamment, je crois, à ce qui se passe dans ces pays. Et c'est là aussi où, je crois, l'art peut faire émerger les voix de ces pays auxquels, finalement, on s'intéresse, à mon sens, pas suffisamment aujourd'hui. Donc, en résumé, j'ai envie de dire qu'on est en train de se remettre sur la bonne route depuis l'élection de Joe Biden, mais qu'on n'a pas encore du tout de mécanisme qui nous assure que les engagements seront tenus. Ça sera tout l'enjeu du Grand Sommet des Nations Unies qui aura lieu à Glasgow en novembre de cette année et qu'on appellera la COP26. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup à vous deux. Je reçois des Merci. messages. Conférence très intéressante, très constructive. Merci pour cette conversation passionnante, inspirante et un élan de vie. Et je termine toujours par un élan inspirationnel pour justement construire ensemble ce futur souhaitable par un livre, une pensée, une action. Kader? Alors, bon, un livre que je vous recommande, que je lis en ce moment, qui s'appelle Ceci tuera cela. Je répète, Ceci tuera cela, de Annie Lebrun et Yuri Aranda, je crois. Magnifique livre, très très intéressant. Parce qu'il conclut exactement ce que vient de dire François, sur le fait que, je tiens quand même à le dire parce que ça me semble important, on ne pourra jamais penser à une échelle globale, une prise de conscience de cette catastrophe environnementale sans une prise de conscience de l'attention de l'autre. C'est fondamental. Et donc, il y a une corrélation très perverse entre cette fragmentation de la société par Facebook, c'est 2 milliards de personnes connectées quand même. Donc, par la gouvernementalité algorithmique, entre autres du technolibéralisme, et la non-régulation de ce système, en fait. C'est pour ça que je croise beaucoup les doigts avec Biden, parce que c'est la première fois qu'un président américain est allé soutenir un syndicat qui manifestait contre Amazon il y a à peu près 2 mois. C'est historique, ça ne s'est jamais fait. Mais encore une fois, l'état de fait dans lequel nous sommes aujourd'hui, dans ce chaos digital, a des conséquences sur l'incapacitation, entre guillemets, puisqu'il avait parlé d'incapacité tout à l'heure, François, à conscientiser l'attention que nous devons apporter à cette question environnementale. C'est ce chaos, en fait, qui fait que c'est même plus du repli sur soi, en fait. L'être humain est devenu individualiste. Donc, lisez ce livre, il est vraiment intéressant, vraiment. Donc, Ceci tuera cela, Annie Lebrun, François Gémen. Voilà. Alors, moi, si je devais recommander un livre, je recommanderais un livre que certains ont sans doute, beaucoup sans doute, ont sans doute lu lorsqu'ils étaient plus jeunes. Je recommanderais Tintin au Tibet d'Hergé. Je considère Tintin au Tibet comme vraiment une des plus grandes œuvres de la littérature. Alors, on a beaucoup disserté, effectivement, sur cette œuvre, sur cette quête de l'absolu, sur Tintin qui part retrouver son ami Chang, qu'il croit disparu et qu'il croit aux prises du Yéti, l'abominable homme des neiges. Et le livre se conclut sur, je trouve, ce qui reste une philosophie extraordinaire pour nous guider dans les temps présents. Cette philosophie, elle dit « même l'abominable est bon ». Ce Yéti, cet homme des neiges qu'on avait cru monstrueux et abominable, qu'on avait fantasmé comme un danger terrible, c'est au fond celui-là qui a pris soin de Chang et qui l'a maintenu en vie. Même l'abominable est bon, c'est un message
formidable, un des plus puissants de la littérature, je crois. Merci en tous les cas, un grand merci à vous deux. On peut vous retrouver demain, la conversation en replay demain sur notre site. Et derrière moi, j'en profite pour faire un peu de publicité, une exposition qui traite de ces questions à la Fondation, puisqu'il s'agit du travail de Nicolas Floch et qui, par des photographies en lumière naturelle, noir et blanc et en grand angle, témoigne de la perte en biodiversité de nos océans, mais de manière poétique et singulière. Donc, merci à vous et la prochaine… Ce qu'on envoie derrière vous, Nathalie, donne envie de la voir en tout cas. Voilà, bah venez François, je vous ferai la visite avec grand plaisir. C'est à Bruxelles. Il y a juste un petit Alice à prendre. Voilà, donc pas d'avion. Je viens mardi prochain si vous voulez. Eh ben, avec plaisir, avec plaisir. Merci à vous deux en tous les cas. Merci François, merci Nathalie. Merci, c'était un vrai plaisir. J'espère qu'on pourra l'organiser en vrai un jour. Bah oui, à la Fondation, c'est l'idée. Avec grand plaisir. Au revoir. Merci, au revoir, bonne soirée. Bonne soirée.